Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir la deuxième partie de l'exacerbation de BPCO aux urgences. Donc on va parler un peu plus quand même de la prise en charge thérapeutique chez ces patients-là. On a vu la physiopathologie dans une vidéo précédente, et bien là maintenant on va s'attaquer à la prise en charge aux urgences. Alors quoi vous dire en introduction pour vous rappeler un peu les choses. Eh bien, premier réflexe, gazométrie. Alors on va voir pourquoi, entre guillemets, l'hypoxémie tue avant l'hypercapnie. Peut-être que c'est cette chose que j'aurais dû mettre en premier. L'hypoxémie tue avant l'hypercapnie. Si un patient désature, on ne se dit pas il est BPCO, je ne lui mets pas d'oxygène. Bah si, parce qu'il va mourir de son hypoxémie. Les aérosols et corticoïdes, j'allais dire corticothérapie, mais bon, c'est pareil, ça fait partie de la prise en charge. Trouver la cause et la traiter. Et quand même, on va essayer de lutter contre l'hypercapnie. Alors, voyons ça, qu'est-ce qu'une exacerbation de BPCO? Eh bien, c'est une augmentation de la dyspnée ou de la toux ou des expectorations en moins de 14 jours, en moins de 2 semaines. Ça, c'est la définition stricto sensu. Bon, après, si le patient vous dit ça fait 3 semaines que ça va pas, bah, peut-être qu'en fait, c'est quand même une exacerbation. Ça peut être lié quand même à une inflammation locale ou systémique. Ça peut être un sepsis urinaire qui favorise l'exacerbation de BPCO. Donc une infection, ça peut être la pollution globale. Je vous défie de demander à un BPCO de monter l'Everest et plein d'autres choses, avec des petits points, agression des voies aériennes, etc., etc. Donc les exacerbations peuvent être sévères et faire le lit d'hospitalisation ou bien nécessiter une assistance respiratoire. On va voir un petit peu ça dans les détails après. Il va falloir bien sûr rechercher à la loupe les facteurs précipitants, les traiter par ailleurs, donc infection, environnement, etc. Mais bien souvent, il n'y a pas de cause évidente, c'est le patient qui exacerbe sa BPCO, et voilà. L'exacerbation inaugurale, le premier épisode, peut déjà être grave et nécessiter une intubation. Et donc, c'est pas parce que le patient n'a jamais été en réa qu'il fera jamais de trucs graves, entre guillemets. Donc en parlant de trucs graves, puisqu'en fait c'est cette manière-là qu'il va falloir, en tout cas je pense que c'est de cette façon-là qu'il va falloir appréhender le patient BPCO, ou de manière générale, c'est rechercher les signes de gravité de suite, puisqu'une fois qu'on a éliminé ce qui est grave, on a un peu plus de temps pour se poser. Donc bien sûr, ça va être la détresse respiratoire aiguë, et on a les signes de lutte. Alors quand il y a une lutte, ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail, même s'il va falloir fournir un peu de travail, eh bien c'est pas encore les signes de faillite. Donc les signes de lutte, c'est quand il y a plus de travail, une tachypnée, on recrute les muscles accessoires. Donc vous voyez ces signes que j'ai déjà développés dans une précédente vidéo, vous pouvez aller la voir pour plus de détails. Je ne m'attarderai pas sur tous les signes, mais après les signes de lutte, ou en tout cas peuvent être associés en même temps des signes de faillite où il y a l'échec du système ventilatoire, avec une respiration abdominale, le ventre, je vais dire le ventre se creuse à l'inspiration, alors que quand vous respirez ensemble, quand on respire, eh bien c'est pas ce phénomène qui se produit. Imaginez creuser à l'inspiration et vous faites le gros ventre à l'expiration, et bien ça veut dire que le diaphragme ne fonctionne plus, et donc on va s'aider de tout ce qu'il y a au niveau du ventre pour faire le même phénomène. Il peut y avoir des signes de cyanose, des signes neurologiques de défaillance, céphalée, astérixis, des troubles du comportement, un coma, un Glasgow qui nécessite une intubation éventuellement. Pour la cyanose, j'aimerais juste faire un tout petit point. La cyanose, ça dépend de l'hémoglobine qui est réduite. Ça veut dire désoxygénée, et quand ça excède 5 grammes par décilitre, eh bien à ce moment-là, on a visuellement la cyanose. L'anémie peut provoquer un retard de cyanose, puisqu'il n'y a pas assez d'hémoglobine, donc forcément il n'y aura pas suffisamment d'hémoglobine réduite pour avoir ce tableau de cyanose. Par exemple, pour une hypoxémie profonde avec une hémoglobine normale, eh bien, on a une cyanose à partir de 80 degrés, n'importe quoi, 80% de SPO2. Ça veut dire qu'on a une PaO2 en 45-50, mais le patient, il est bleu à 80% de saturation d'SPO2, donc
Il faut pas se dire, bon, il est bleu, on a un peu le temps. Là, il faut agir très vite, c'est quand même grave, 80% de SPO2. Donc, c'était un petit détail juste pour vous dire que les patients anémiés ont un retard de cyanose. Il y a des signes hémodynamiques, d'insuffisance cardiaque droite, de pouls paradoxale, d'insuffisance circulatoire, etc. Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Les signes d'hypercapnie, ça reste un peu important tout de même. Alors, il y a l'effet vasodilatateur du CO2, céphalée, hyperémie conjonctivale, etc. Et il y a tout ce qui est lié au stress adrénergique. Donc là, il va falloir se dire, ah, c'est peut-être l'hypercapnie. HTA, tremblement, sueur, astérixis. Alors l'astérixis, on demande, c'est le flapping là qu'on voit, les mains tendues. Et effectivement, ça c'est un signe d'hypercapnie. Et d'encéphalopathie hypercapnique, qui n'est pas spécifique de l'hypercapnie, qui est plutôt une atteinte de l'encéphale, une encéphalopathique qu'on peut retrouver dans les encéphalopathies de toute cause d'ailleurs. D'autres critères existent d'hospitalisation des exacerbations de BPCO. S'il y a des antécédents d'admission en réanimation, alors ça peut être simplement un patient qui a fait une infection urinaire, il tousse un peu, il a déjà été hospitalisé en réa. Bon, il faut être aussi un peu critique sur le tableau. Mais c'est des critères à prendre en compte, c'est des questions que l'on pose, en tout cas en régulation médicale. L'aggravation rapide des symptômes, si à 8h du matin il est bien et à midi il a de l'oxygène, bon, à 5 litres, ça va vite quoi. S'il n'y a pas de réponse au traitement initial, en général ambulatoire, s'il y a une incertitude diagnostique, on ne sait pas trop ce qu'il a, il tousse un peu mais il crache pas sale, faut quand même faire des explorations et un peu les fragilités, l'âge, les comorbidités, etc. S'il y a déjà de l'oxygène, la VNI à domicile, un patient comme ça, c'est un patient qui est fragile, qu'il va falloir souvent quand même hospitaliser. Comment on prend en charge le patient? Eh bien, la première question c'est, le patient est à la maison souvent, ou peut-être ailleurs, mais est-ce qu'on peut le laisser à la maison ou est-ce qu'il faut l'évacuer? S'il faut l'évacuer, comment? Quel degré de rapidité? Est-ce qu'il faut envoyer un SMUR? Je vous le fais rapidement, mais si au téléphone un patient parle comme je vous parle, il peut aller voir le médecin généraliste, il n'y a pas de problème, ça peut attendre même le lendemain, on peut donner des consignes, il n'y a pas de problème. Par contre, si le patient parle comme ça, vous sentez tout de suite la détresse dans la voix, il n'y a pas besoin d'avoir l'absence de parole pour envoyer un SMUR, et à ce moment-là, on envoie une équipe médicale, il va falloir apporter des soins immédiatement. Idéalement, on fait une gazométrie, si ça peut attendre. Mais bien sûr, vous vous doutez qu'un patient qui parle comme je l'ai fait à l'instant, ça ne peut pas attendre, donc on traite avant d'avoir la gazométrie, parce que ça ne sert à rien d'avoir la preuve que le patient était hypoxique pour son arrêt. Bien sûr, on met de l'oxygénothérapie, parce que bien souvent, c'est ce qui va soulager le patient, ils sont par la suite défaillants et hypoxiques, donc on va bien souvent apporter de l'oxygénothérapie, et ou un support ventilatoire en titrant l'oxygène que l'on apporte grâce à la mesure de la saturation de la SPO2, objectif 88-92, même 90 maximum. Pour rappel, c'est une hypoxémie majeure, on corrige toujours, c'est l'hypoxémie qui tue avant l'hypercapnie. Avec l'hypercapnie, bien sûr, on va devoir faire quelques examens pour surveiller l'évolution et éviter l'acidose. Mais l'hypoxémie tue d'abord et beaucoup plus rapidement que l'hypercapnie. Donc on corrige l'oxygène. C'est n'importe quoi de dire j'ai pas mis d'oxygène. On en entend des fois des ambulanciers, dire j'ai pas mis d'oxygène parce qu'il est BPCO. Un BPCO, il meurt quand même d'hypoxémie. Bref, petite parenthèse fermée. Par la suite, avec l'oxygène et ou la ventilation, on apporte aussi des médicaments, des bronchodilatateurs par voie inhalée exclusivement, entre guillemets, j'aurais dû mettre exclusivement, mais en tout cas c'est ce qui va aider le patient, c'est pas la voie IV puisqu'il y a des complications. À forte posologie, des bêta-2 agonistes, salbutamol ou terbutaline, 5 mg, plus ou moins associés à des anticholinergiques. Bon, je les mets quand même une fois, ça fait pas de mal, éventuellement une deuxième fois. C'est 2 fois par jour, mais on n'est pas en train de faire des trains, entre guillemets, d'aérosol. Alors par train, j'entends un toutes les 20 minutes, donc on fait à la chaîne, il le fait. Une fois que c'est terminé, qu'il n'y a plus de liquide, on en refait un, c'est ça, quand on dit à forte dose et par train, même si c'est une mauvaise expression. Comment on continue de prendre en charge notre patient?
On va détailler par la suite la ventilation, vous inquiétez pas, je l'ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Les corticoïdes, la corticothérapie systémique, à l'opposé de locale, n'est pas systématique, c'est pas tout le temps le cas. On regarde les recommandations, et bien, c'est utilisation au cas par cas. Sachant que dans les recommandations, ils incluent les patients non hospitalisés et les patients ambulatoires. Donc, même recommandation que chez les patients hospitalisés, l'utilisation au cas par cas. C'est ce que je vous lis, c'est la 4e ligne de cette partie des recommandations. Bon, je vous avoue que j'ai tendance à le mettre assez facilement chez le patient qui a besoin d'oxygène. Ça me semble pas déconnant. Quand le patient est à domicile, effectivement, s'il y a un échec à 48 heures, bon, ok. Et à l'hôpital, bon, ça améliore le VEMS, ça raccourcit la durée d'hospitalisation. Les recommandations disent au cas par cas. J'ai tendance à l'utiliser assez généreusement, bien qu'il y ait quelques réflexions de ma part, pour lesquelles j'ai tendance aussi à rapidement me décider à son utilisation. La posologie, 30 à 40 mg par jour, à peu près entre 0,5 et 1 mg par kilo, pendant 5 jours d'équivalent prédnisone, prédnisolone. La seule différence, c'est que la prédnisone, c'est la prodrogue de la prédnisolone. Je vous ai mis les équivalents dans ce petit tableau. Et voilà pour la corticothérapie. Qu'est-ce qui reste d'autre? Eh bien, il reste les antibiotiques, et ça, c'est un grand sujet de discussion. L'antibiothérapie est indiquée, selon les recommandations, si expectoration franchement purulente. Il va falloir aussi regarder ce qui crache, notre patient. Bon appétit pour ceux qui mangent. BPCO Gold 4, donc ça, si vous avez un doute sur la définition, allez voir la première vidéo. Et s'il y a un signe de gravité. Des recommandations sont faites aussi avec un arbre décisionnel plutôt pas mal pour les patients ambulatoires. Donc s'il crache sale, oui, on est à droite. Bon, facteur de risque, oui ou non, ça dépend de la molécule après qu'on va utiliser. S'il ne crache pas d'antibio, on surveille 48 heures, on voit si ça aggrave, effectivement, on met des antibio. Quant aux facteurs de risque d'échec thérapeutique et ou de complications, je les ai un peu listés. Je n'ai pas de moyens mnémotechniques là à vous proposer, même si ça reste un peu du bon sens. S'il y a plus de 2 exacerbations par an ou une hospitalisation, donc vous êtes dans le profil E, le profil exacerbateur, avec des cures éventuellement répétées d'antibiotiques. C'est un patient pour lequel, en tout cas, cette décision doit être prise au regard du dossier du patient. Vous voyez, avec VEMS inférieur à 50, etc., les comorbidités, l'âge. Et après, il y a vraiment les critères à proprement parler de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Avec tout ce qui s'est passé dans la prise en charge du patient, s'il y a un échec de traitement initial, une désaturation, oxygénothérapie à domicile, vous voyez qu'il y a plusieurs critères. Je pense qu'il faut rester critique sur la situation. Si vous êtes sûr que le patient, il crache, alors c'est pas ça là, je vous dis pas il crache vert, vous traitez pas, mais s'il crache normal, qui a 20 de CRP, peut-être que ça peut être une virose, ou même jusqu'à 50 de CRP, ça peut être une virose. Donc on ne met pas forcément nécessairement à chaque fois des antibiotiques. Il faut quand même garder ces critères-là, les utiliser et après rester critique sur la prise en charge. J'ai fait une vidéo sur les pnéumopathies, je vous invite à aller la voir, comme ça vous pourrez voir les molécules à utiliser. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Oui, vous l'avez vu cette vidéo sur le sulfate de magnésium. J'espère que ça vous a intéressé. Moi personnellement j'adore cette molécule. Je trouve qu'elle est largement sous-utilisée. Donc sulfate de magnésium, moi je le mets systématiquement. C'est même pas je réfléchis ou pas, c'est sous-cortical. Bon, si le patient est myopathe ou insuffisant rénal, je réfléchis quand même 2 secondes. Allez voir la vidéo, mais c'est effectivement extrêmement intéressant. La kiné, s'il n'arrive pas à tousser, on prévient les complications de décubitus, la prise en charge du sevrage ou des sevrages d'ailleurs. Il y a souvent du tabac associé, sinon on est rarement BPCO, même si ça peut arriver. Il y a les autres comorbidités, on ne va pas laisser le cardiopathe en surcharge, donc on peut mettre un peu de furo par exemple. Et on traite les étiologies, bien sûr, si nécessaire. Vous l'attendiez, on va parler un peu de ventilation mécanique, même si le topo n'est pas la ventilation mécanique. Sur les recommandations, on peut avoir cet arbre décisionnel, ma foi, très bien, que j'aime beaucoup. L'indication de la ventilation mécanique n'est pas nécessairement comme l'arbre décisionnel le suggère.
une indication liée au pH. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément la gazométrie, comme je vous le disais tout à l'heure. Si je vois un patient en préhospitalier qui est bleu, qui est en détresse, avec un balancement thoraco-abdominal, et qui est BPCO, je ne vais pas me dire j'attends d'être à l'hôpital pour faire la gazométrie et de lui mettre éventuellement peut-être par la suite la VNI. Donc on met en SMUR fréquemment la VNI, même quotidiennement j'allais dire, juste sur la clinique. Et ça marche très bien d'ailleurs. Et parfois, on arrive à l'hôpital et ils ont une gazométrie qui est normale. Est-ce que c'est notre traitement qui était efficace? Probablement, en raison du transport. Mais en tout cas, il ne faut pas nécessairement attendre ce chiffre de 7,35 ou moins pour instaurer de la VNI. Pensez aux contre-indications de ce traitement. Je les ai listées et un peu organisées pour vous en rappeler. C'est surtout lié, ça peut être lié en partie à l'environnement et ou aux soignants qui prennent en charge le patient. Si les soignants, ne savent pas faire, on ne va pas faire une thérapeutique qu'on ne sait pas faire. Et ou si le patient est non coopérant ou s'il ne veut pas porter le masque, ça ne va pas bien se passer. Il y a des patients comme ça qui sont très caractériels et ou ont des pathologies autres, psychiatriques, qui empêchent l'utilisation de cette thérapeutique. Et on ne le met pas en place, malheureusement, même si c'est ce qu'il aurait fallu faire. Après, j'ai listé les contre-indications par raisonnement d'urgence, entre guillemets, avec la méthode ABCDE. Donc, est-ce que les voies aériennes sont libres? Oui ou non? Obstruction des voies aériennes, vomissement, hémorragie, etc. Ventilation, état de choc, troubles de conscience. Quelques petits points. Certains sont en jaune parce que c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. L'obstruction des voies aériennes supérieures. Petit point, si par exemple le patient est âgé, ce qui est souvent le cas, et qui porte un dentier, si le dentier tient pas du tout et qui une fois sur deux il fait glougloute dans la bouche, faut l'enlever, parce que sinon après il va faire glougloute mais dans la trachée, là ça se passe moins bien. S'il tient très bien le dentier, on le laisse parce qu'en fait il permet une absence de fuite, si vous voulez, au niveau du masque et de bien profiler, mais de bien être fit, de bien correspondre au pourtour de la mâchoire et de ne pas faire les fuites en regard du creux entre l'absence de dents, du coup, au niveau jugal, entre le maxillaire et la mandibule. Parfois, il faut laisser le dentier. On vous dit souvent il faut l'enlever, mais parfois il faut le laisser. Évidemment, c'est des vomissements, ça tombe sous le sens puisque ça vous sort de la bouche, enfin ça lui sort de la bouche, justement. L'hémorragie digestive, c'est pareil. Le trauma crânio-facial, en général, ça se voit. Le pneumothorax, il faut aller le chercher. L'épuisement respiratoire, ça se voit. S'il est bradypnique, il va falloir quand même se préparer à l'intuber bientôt. On peut laisser la VNI s'il n'y a pas d'autres contre-indications. Pour la préoxygénation, là on rentre dans la case préoxygénation et pas dans la case indication de ventilation mécanique. S'il y a un état de choc, par exemple trouble du rythme ventriculaire grave, en général au scope ça se voit. Un sepsis sévère, plutôt dans le cadre d'un SDRA qui ne répondrait pas ou qui n'est pas une indication de VNI. Et s'il y a des troubles de la conscience, un coma, sauf s'il est lié à l'insuffisance respiratoire aiguë, hypercapnique, et immédiatement après un arrêt cardiaque, là c'est pas une indication. Si le patient est tétraplégique, traumatique, phase aiguë, c'est dans les contre-indications, mais en fait, si vous intervenez en SMUR sur un AVP, la voiture épave avec un monsieur qui a la tête à moitié éclatée et il est BPCO, bon, peut-être que c'est pas sa BPCO qui le met dans cette tête-là en fait. Bref. Comment on évalue un risque élevé d'échec? Parce que c'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a l'indication oui, non? Enfin, c'est la troisième question. Indication oui, non. Contre-indication oui, non. Et est-ce qu'il y a un risque d'échec élevé? Auquel cas, il faudra quand même être très attentif et réagir rapidement. Si le pH est vraiment bas, moi j'appelle les réanimateurs ou en tout cas les intensivistes parce qu'il va falloir probablement le surveiller de très très près, il risque de s'épuiser. Et donc, comment on fait à ce moment-là? On essaye une séance, une deuxième séance éventuellement, et puis après, on passe à autre chose si besoin, ou on arrête, tout en surveillant bien sûr le patient. L'oxygène, je vous ai dit, l'objectif 88-90 même. Les bronchodilatateurs, voie d'abord, on fait prévention des maladies thromboemboliques, etc., etc. Les paramètres, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le sujet du topo, mais on va apporter de l'aide. C'est l'aide qui va aider le patient.
On débute à 10 cm d'eau, hein, c'est pas mal, hein, ça souffle beaucoup. Là, c'est de l'air marin sur la plage, presque la tempête. FiO2, on l'a dit, 88-90 comme objectif de SPO2. Donc on règle sur la machine l'apport de la FiO2, hein, de, je sais pas moi, 21% comme l'air ou 100% au maximum. La PEP, la pression expiratoire positive, donc ce qu'il y a à la fin de l'expiration pour maintenir les alvéoles ouvertes, bah, le minimum, 5. On peut augmenter un peu, mais c'est pas ça qui va vraiment l'aider. Et le trigger expiratoire pour faciliter l'expiration, puisqu'il faut laisser le temps d'expirer et évacuer tout ce déchet de CO2 que le patient a. Et il faut bien s'attarder sur ça, puisque sinon, si on ne favorise pas l'expiration, le patient va faire du trapping. Et si on ne laisse pas inspirer, eh ben, ça va faire le ballon de baudruche. Et qu'est-ce qui se passe? On a des barotraumatismes. J'espère que toutes ces imitations vous auront permis de comprendre un petit peu la mécanique. On va rapidement arriver à la fin, j'espère, pas trop tardivement. Il nous reste les examens à voir et les différentiels. Pour les examens, on en a parlé, systématiquement une gazo. Alors avant, si on peut, sinon après, les thérapeutiques, hein, bien sûr. NFS, CRP, iono, créate, bon, un peu le bilan de base. On peut mettre un bilan hépatique pour voir s'il n'y a pas un reflux hépato, enfin un reflux dans les veines sushépatiques d'une insuffisance cardiaque droite, bref. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont un peu discutables, bien sûr. Un ECG, une imagerie thoracique, si ce n'est qu'une radio au moins, s'il y a une orientation diagnostique ou un critère de gravité. On élargit un petit peu éventuellement, scanner, d'autres examens biologiques. Et un petit mot sur les examens, enfin l'examen cytobactériologique des crachats. Il faut effectivement le réaliser quand on est face à un échec d'antibiothérapie initiale, s'il y a eu un traitement ambulatoire par exemple. S'il y a une colonisation connue, bien sûr, Pseudomonas aeruginosa, des critères de l'épisode aigu, soit continu au réa, bon, ça ne nous concerne pas trop en tant qu'urgentiste, mais bon, c'est à garder en tête. Et s'il y a une immunodépression qui est associée, parfois ces patients-là peuvent avoir d'autres pathologies pour lesquelles ils ont une immunothérapie ou d'autres choses, et effectivement, ou une chimio, je ne sais pas, que sais-je, il faut effectivement prélever cette ECBC. Et on entend au loin, je ne sais pas si vous entendez, les pimpons. Bref, dernière diapo, on a 22 minutes, les différentiels. Alors je vous ai mis le premier, on va revenir sur le premier, l'hiatrogénie. La iatrogénie, on n'y pense pas, mais il faut absolument... Donc première chose, vous pensez iatrogène, comme ça vous ne l'oubliez pas, les sédatifs, l'oxygène. Bah oui, l'oxygène c'est aussi un traitement, mais il peut être iatrogène, bien sûr. Et chez le BPCO, on peut arriver à un état hypercapnique. Donc on regarde les traitements et l'oxygène qui a été mis. Comment vous orienter sur la clinique? Il peut être bradycarde éventuellement selon certains médicaments. Il y a des signes d'hypercapnie, bref. Il n'y a pas grand-chose d'autre sur la bio ou l'imagerie. Trauma thoracique ou une chirurgie thoraco-abdominale récente. Globalement, c'est le contexte. Un patient, il se fait rarement un volet costal spontané. Alors, il peut juste être tombé à un moment donné. Je sais pas, il y a 2 jours, il tombe. Et ça va. Et 3 jours après, ça va pas. Il y a une contusion, il y a peut-être un pneumothorax, au début c'était pas trop symptomatique, voilà. La douleur, typiquement pleurale, à la toux, à la respiration, aidez-vous de l'imagerie des antécédents. Par la suite, on a donc le pneumothorax, je trouve que c'était un peu logique dans ce sens-là. La douleur est pleurale à nouveau, comme le trauma thoracique d'ailleurs. Il y a une asymétrie à l'auscultation, on fait une imagerie thoracique pour s'orienter. Et après le reste, je vais essayer de regrouper parce que c'est un peu plus fréquent, heureusement ou pas heureusement, je ne sais pas. La pneumonie, je vous l'ai mis en numéro 1 parce que, bon, voilà, le patient est fébrile. Donc parmi les paramètres et pas les constantes, qui ne sont pas constantes, il y a la température. Les crépitants, les crachats sales, à la bio, CRP, NFS, regardez les blancs, et les neutrophiles, lymphopénie et eosinopénie pour une virose éventuellement. L'imagerie peut vous aider. Un foyer éventuellement, un foyer tubaire même à l'auscultation, du verre dépoli, bon bref, plein de choses. OAP, à nouveau, tachycarde, comme pour l'EP. Alors que l'OAP, on aura une auscultation qui sera franchement perturbée. Il peut y avoir même des douleurs thoraciques suivant l'étiologie de l'OAP. Le patient il glougloute, il fait des râles, comme ça, il parle vraiment en fond de gorge. Et sur la bio, vous voyez tropo-BNP, l'ECG en paraclinique. Pour l'EP, les dédimères, c'est un besoin.
Et l'imagerie injectée, je vous l'ai mise en rouge parce que c'est principalement pour l'embolie pulmonaire. Après, pour le reste, il n'a pas tellement besoin. C'était un peu long, mais on arrive enfin au point clé au bout de 25 minutes. Je vous rappelle qu'on meurt sans oxygène. Ça, c'est niveau primaire, mais il faut rappeler la base. Donc, le BPCO, il ne faut pas lui mettre trop d'oxygène, mais il en faut, parce que sinon on meurt. Deuxième chose, est-ce qu'il faut, après avoir mis l'oxygène, apporter un support ventilatoire, une assistance ventilatoire? Quelle est-elle? Invasive ou non? Les traitements, aérosols, bêta-2, cortico, le magnésium que j'adore, les antibiotiques, si nécessaire, les examens, que faire, quoi faire, bio-ECG, il y en a 4, bio-ECG, imagerie, éventuellement ECBC, et 5 différentiels. Je vous ai mis en dernier la iatrogénie, mais on va la mettre, on va se le rappeler en premier, iatrogénie, pneumothorax, OAP, pneumopathie, et la dernière, embolie pulmonaire. Et on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, bien sûr, comme d'habitude, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains. Et pourquoi pas faire un tour sur Amazon pour le livre que j'ai écrit sur comment réussir ses études sans limite avec plein de techniques.